Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Serge Affeli. Bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. En Afrique subsaharienne, il nous a été donné de constater que la plupart des systèmes de santé ne sont ni efficaces, ni adéquats, ni dotés de plateaux techniques suffisamment sophistiqués pour relever les défis sanitaires auxquels font face les populations africaines. Cette difficile réalité fait que certains Africains qui en ont les moyens préfèrent aller se faire soigner en Europe ou aux États-Unis, pendant que les autres qui sont moins nantis restent confinés sur place. Comme nombreux d'autres Africains de la diaspora, mon invité de cette semaine essaie, depuis plusieurs années, de mettre au service du continent son expertise professionnelle afin de participer à la résolution des défis sanitaires de l'Afrique. Serge Alain Ouandji est originaire du Cameroun et réside aux États-Unis depuis 1992. Il est titulaire d'un PhD en physiologie animale et d'un Master's en management des technologies. Après plus de 28 ans passés aux États-Unis, Dr Ouandji a amassé une expérience professionnelle unique et a même occupé le poste de vice-président en charge de l'innovation et du développement stratégique pour Children's Minnesota, l'un des plus grands hôpitaux pour enfants des États-Unis. Dr Ouandji dirige depuis 2014 DiaspoCare, une compagnie spécialisée dans la création de solutions innovantes et de gestion de pharmacies et de cliniques en Afrique. Bonjour, Dr Ouandji. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, première question pour commencer notre entretien. Vous êtes neurophysiologue de formation, mais vous êtes aussi titulaire d'un Master de management des technologies. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre ces deux formations qui, à première vue, n'ont rien en commun? Disons que j'ai démarré ma carrière comme chercheur. Et donc, après plusieurs années de recherche en recherche biomédicale, je me suis rendu compte qu'une des choses qu'on ne fait pas très, très souvent en tant que chercheur, en tant que scientifique, c'est d'explorer des processus de commercialisation des technologies qu'on développe. Donc, très, très souvent, ces résultats sont publiés dans des recherches, dans des journaux scientifiques, mais il n'y a pas vraiment de processus auquel on est formé, donc pour transférer ces technologies de façon à les mettre beaucoup plus utiles. Donc, alors, après mon postdoc à Cornell, donc j'ai décidé de poursuivre un master's en gestion des technologies à l'université de Pennsylvanie. Donc, c'était précisément en fait à l'époque pour développer un système de commercialisation d'ovules. Donc, ça faisait partie des recherches que j'avais démarrées. Donc, j'ai cherché une façon de commercialiser ces résultats. Donc, la seule façon pour moi de le faire, c'était de retourner à l'école et puis d'apprendre le côté business des choses. Alors, quel challenge avez-vous dû surmonter, étant donné que vous étiez dans un système ou un cursus purement scientifique et vous vous retrouvez ensuite dans un cursus technologique? Disons que, en fait, donc des gens qui ont fait la recherche comme toi, je pense peuvent apprécier le genre d'opportunité que ça représente de pouvoir se lancer dans un nouveau domaine. C'est dans la recherche scientifique, évidemment, la majorité du temps, ce qu'on fait, ça marche pas. Donc, il y a beaucoup de troubleshooting dans le processus d'essayer de résoudre les problèmes auxquels on fait face. Donc, on apprend beaucoup de choses. Donc, alors, je me suis vraiment rendu compte quand je suis allé faire mon master's en business et management technology que le côté business, en fait, était très facile. Très, très facile. Donc, et c'était une opportunité pour moi d'apprendre quelque chose de nouveau. Que j'étais très, très excité par l'opportunité d'ajouter des connaissances donc, sur mon expérience. Et donc, après votre formation,
de business, dans votre master's à Wharton, à l'Université de Pennsylvanie, vous entamez une carrière professionnelle à Cargill, je crois bien. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel et des différentes positions que vous avez occupées, ces positions qui éventuellement ont conduit à votre fonction de vice-président en charge de l'innovation et de la stratégie pour Children's Minnesota. Donc, après ma première année de Masters à l'Université de Pennsylvania, bon, à l'époque, j'étais à Penn State College of Medicine comme assistant professor en pharmacologie. Donc, après cette première année de Masters, j'ai décidé de me lancer dans la technologie transfer. Alors, j'ai été nommé Assistant Director of Technology Development à Penn State College of Medicine. Donc, ça m'a permis de pouvoir apprendre comment gérer les transferts de technologie, comment gérer les brevets d'invention, comment mettre sur pied des processus de négociation donc pour le transfert et la commercialisation des technologies. Ça m'a d'ailleurs aussi appris à me lancer dans le domaine des startups. Donc, quand j'étais à Penn State College of Medicine, en fait, on a fait un startup. Donc, c'était une compagnie qui aide les chirurgiens à s'entraîner. Un des problèmes auxquels on fait face, c'est que la majorité des chirurgiens apprennent leur première chirurgie sur un vrai patient parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles pour les entraîner. Donc, alors, ce système, c'était un système de simulation, donc de simulation training. Juste comme les pilotes apprennent à s'entraîner donc sur des simulateurs, on avait développé un système similaire pour les chirurgiens. Donc, après avoir complété mon master's en gestion des technologies, je suis allé travailler pour Colgate-Palmolive. Donc, à Colgate, donc, je faisais beaucoup de licensing et de gestion des propriétés intellectuelles. Après 4 ans et demi à Colgate, donc, je suis allé travailler pour Cargill. Donc, Cargill, qui est la plus grosse compagnie agroalimentaire au monde, dont j'avais plusieurs rôles. Mais en fait, ce qui me préoccupait principalement, c'était comment est-ce que vous commercialisez, comment est-ce que vous pouvez extraire de la valeur à partir de, comment on dit, intangible assets, management of intellectual assets, donc les connaissances, donc les brevets d'invention, les trade secrets, les secrets industriels, et comment est-ce que vous pouvez, comment on dit, prendre avantage de ces ce qu'on appelle intellectual assets dans des processus de négociation. Comment vous utilisez ça pour des partenariats, donc pour mettre des partenariats sur place. On m'a donné l'opportunité de développer donc des partenariats avec des grosses compagnies comme Coca-Cola, Nestlé, Pepsi, General Mills, et donc aussi de développer un intérêt pour le transfert des technologies en Afrique. Oui. Donc, et après, je suis retourné dans le système de la santé, donc avec un poste de vice-président à Children's Hospital and Clinics du Minnesota. Oui. Alors, en bref, c'était ça mon parcours. Oui. Alors, quel genre de projet, quel était votre rôle spécifique à Children's of Minnesota Hospital? Oui, donc à Children's, j'étais vice-président de la stratégie, de l'innovation, du business development, mais j'étais aussi en charge du project management office et de tout ce qui est digital transformation. Donc, au niveau de la stratégie, donc j'ai eu la chance de travailler avec une équipe vraiment extrêmement rodée, des très bons stratégistes, donc qui étaient dans le domaine de la gestion des hôpitaux depuis des années. Donc, alors l'apport vraiment principal auquel j'ai contribué, c'était de regarder comment est-ce qu'on peut utiliser de l'innovation et puis le business model innovation quand on développe des stratégies. Ouais. Donc, c'est ça ma contribution principale au niveau des stratégies. Au niveau de l'innovation, disons que on a vu au niveau des hôpitaux, depuis les 5 dernières années, une vague de transformation en partie due à, comment dire, la digitalisation donc des soins de santé. Donc, nous, c'était une opportunité de commencer à penser à comment est-ce que
on peut réinventer même la façon dont les patients peuvent avoir accès comment dire, aux horaires de nos docteurs, comment est-ce qu'ils peuvent faire leur propre revue des docteurs, et puis choisir avec quel docteur ils veulent travailler, et puis même d'avoir accès à leur calendrier, et de pouvoir faire, comment dire, un self-scheduling. Self-scheduling. Donc, au lieu d'attendre toujours que quelqu'un de l'hôpital donc leur fasse un rendez-vous. Donc, et puis, l'autre aspect aussi, c'est de pouvoir permettre aux patients de naviguer, une fois qu'ils sont à l'intérieur de notre institution, de facilement naviguer donc les différents départements où ils doivent donc faire voir leurs enfants, puisque nous sommes dans un hôpital pédiatrique. L'autre aspect de l'innovation sur lequel on s'est aussi focalisé, c'est vraiment de redécouvrir comment est-ce qu'on peut augmenter, améliorer l'expérience donc des patients et de leur famille dans nos hôpitaux. Et donc finalement aussi, donc regarder comment est-ce que les médecins et les infirmiers délivrent les soins médicaux. Donc, comme on dit, digital transformation of healthcare. Alors, quand vous comparez le système de santé à l'américaine, hein, le système de santé occidental, et le système de santé en Afrique, quelle est votre opinion sur la manière dont les soins sont, de la manière dont le système de fonctionne en Afrique? Oui, je pense que il y a moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis toujours, j'ai tendance à regarder ce qu'on peut faire de mieux. Mais je pense que en général, il y a définitivement une place pour les soins de santé, le système de soins de santé en Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités d'amélioration. Je pense que les médecins africains et les infirmiers africains sont vraiment des héros, parce que quand on considère le nombre de patients qu'ils doivent voir, donc il y a des statistiques qui sont publiées sur la densité des populations, oui. Oui. Donc, en général, en Afrique subsaharienne, vous avez un docteur pour 4-5 000 patients, un pharmacien pour 10 000 patients. Donc, alors, quand vous vous imaginez comment est-ce que ces gens doivent qu'ils doivent organiser leur emploi du temps dans une journée en particulier pour voir tellement de patients, quand ils n'ont pas nécessairement des équipements qui peuvent leur permettre de voir des patients aussi rapidement, quand ils doivent travailler sans break, sans pause, à longueur de journée, parfois même une fois qu'ils sont à la maison, donc c'est les voisins qui viennent les voir. Quand on considère donc l'intensité du travail des professionnels de soins de santé en Afrique, c'est vraiment quelque chose à célébrer. Oui, allez-y, oui, vas-y. D'un autre côté, quand on regarde le système américain, donc c'est un système d'opulence, donc vous allez à la clinique Mayo, par exemple, vous allez à la clinique Mayo, les médecins vous attendent dans leur bureau. Donc ça veut dire que le niveau et l'opulence est vraiment incomparable. Alors qu'en Afrique, vous arrivez, vous attendez pendant 4-8 heures. Voir. De l'autre côté, je veux dire, quand j'étais à Penn State College of Medicine, une des choses qui particulièrement qui était quand même intéressante, c'était de voir que certains des étudiants qui finissaient en médecine choisissaient d'aller faire leur résidence en Afrique. Donc, dans les conditions difficiles d'Afrique, donc sans équipement sophistiqué, donc vivre dans un système d'urgence et d'improvisation où vraiment tu dois penser, tu dois résoudre tous tes problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils revenaient, quand ils complétaient leur résidence et qu'ils revenaient ici, ils avaient rapidement des promotions. Et très, très souvent, ils étaient parmi les meilleurs médecins, donc parce que donc ils ont dû faire face à tous ces défis sans avoir beaucoup de facilité à leur disposition. Alors, juste pour revenir sur le point que vous avez fait tout à l'heure, en considérant les médecins et infirmiers africains de héros, je suis parfaitement d'accord avec, parce que vu le faible
la faible présence des plateaux techniques ou même d'appareils sophistiqués, réussir à faire ce travail-là et sauver des vies, pour moi déjà, cela relève de l'exploit. Alors, pour parler un peu, parlons-nous un peu de votre compagnie, qui est Diaspocare. Vous l'avez fondée en 2014 pour essayer d'apporter des solutions innovantes aux problèmes sanitaires de l'Afrique. Alors, quels sont les objectifs de votre organisation ainsi que les actions concrètes que vous menez sur le terrain? Donc, la raison fondamentale pour laquelle nous avons démarré Diaspocare, c'était initialement donc la réalisation que quand vous regardez le budget qui est disponible, comme on dit, le Total Healthcare Spending per capita, donc le budget annuel qui est disponible pour un individu en Afrique pour ses soins de santé, c'est approximativement $100 ou moins par année. Vous comparez ça, par exemple, aux États-Unis, où c'est $15 000 par année. La question qui vient immédiatement donc à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on espère, comment est-ce qu'on s'attend à ce que quelqu'un qui a un budget de santé de $100 par année, quel genre de soins de santé il peut se permettre de souffrir. Donc, donc pour cette raison, il y a beaucoup de gens, nous le savons, parce que c'est des membres de notre famille, c'est des membres de notre famille, il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont malades, ils ne peuvent pas voir de médecin, ils n'osent même pas aller à l'hôpital. Ou même s'ils sont à l'hôpital, ils ont des prescriptions, ils n'ont pas les moyens de payer ces médicaments. Et quand c'est vraiment des situations de crise catastrophique de santé, c'est les gens qui aussi vont mettre la ferme en vente, donc pour pouvoir avoir les moyens de payer pour leurs soins de santé. Donc la raison fondamentale pour laquelle nous avons commencé Diaspocare, c'était vraiment de pouvoir permettre aux gens de la diaspora qui supportent les membres de leur famille. Donc, pour ce qui est des soins de santé, s'assurer que les fonds qu'on envoie pour les soins de santé soient strictement utilisés pour ce. Donc, alors, le système en permettant donc un paiement directement aux pharmacies ou bien aux médecins. Donc, ça permet de réduire la tendance à utiliser les soins de santé, donc les fonds pour les soins de santé à d'autres buts. Donc, c'était principalement cela. L'autre chose aussi, c'était de promouvoir ce qu'on appelle healthcare inclusion. Parce que 2/3 des membres de nos familles vraiment n'ont pas accès aux soins médicaux, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est d'encourager les membres de la diaspora à ne pas juste penser à papa et à maman, ou à notre grand-père, notre grand-mère, mais c'est aussi de penser à notre tante, à nos oncles, nos cousins, ceux qui sont dans les villages. Et donc, l'équation économiquement, c'est très, très simple. Quand un membre de votre famille vous appelle parce que ils ont besoin d'un support financier pour les soins de santé, on a tendance à envoyer $50, $100, $200 par Western Union. On ne sait pas exactement combien ça coûte, combien ces soins de santé coûtent, combien ces médicaments coûtent. Alors, quand vous faites ça, donc vous ne pouvez pas, à moins que vous soyez millionnaire, vous ne pouvez pas, avec cette approche, aider beaucoup de gens de notre famille. De notre côté, il y a des membres de nos familles qui ont besoin d'un médicament qui coûte $5 et n'ont pas accès à ces médicaments. Donc, alors, notre plateforme permet aux gens de la diaspora d'obtenir la facture, le invoice, donc directement du pharmacien sur leur cellulaire. Et donc, de pouvoir payer le pharmacien directement, même si c'est $5, même si c'est $2, même si c'est $1, le coût des médicaments, vous pouvez payer le pharmacien directement et le membre de votre famille pourra juste avoir à aller chercher là. Donc, ça permet donc une inclusion au niveau du support financier. L'autre aspect de Diaspocare, c'est qu'on a réalisé que très, très souvent, les médicaments, il n'y a pas de médicaments dans les pharmacies. Et donc, ça fait que les patients doivent aller de pharmacie en pharmacie jusqu'à ce qu'ils trouvent une pharmacie qui a leurs médicaments. Alors, quand vous êtes malade, quand vous n'avez même pas vous avez à peine les moyens de payer les médicaments, s'il faut en plus ajouter des frais de transport, donc c'est vraiment pas, c'est pas une bonne situation.
Mais la raison pour laquelle il y a des pénuries de médicaments, c'est parce que la majorité des pharmaciens n'ont pas un système de gestion d'inventaire sophistiqué. Ouais. Alors, ce que nous, on a fait, c'était de développer ce qu'on appelle a pharmacy in a box. Donc, c'est un système opérationnel des pharmacies qui a à peu près la taille de, comme on dit, deux paquets de cartes, hein, pour ceux qui aiment jouer aux cartes. C'est très, très petit, très, très petit, mais ça permet de gérer les inventaires. Ça permet de gérer, comment on dit, les chaînes d'approvisionnement. Ça permet, donc, ça fonctionne même s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'Internet. Donc, avec ça, ça nous permet de synchroniser donc la gestion des pharmacies et donc de permettre à n'importe quel pharmacien. Et puis, le système coûte moins de $100. Donc, ça permet donc à n'importe quel pharmacien donc d'avoir des moyens maintenant de gestion de leurs inventaires. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on voudrait, c'est que quand les gens de la diaspora, quand ils payent pour les médicaments, c'est s'assurer que c'est l'argent, non seulement l'argent va directement pour ce but, mais aussi qu'il y a une certification que les médicaments sont en fait délivrés aux membres de la famille. Pour les soins de santé. Donc, où en êtes-vous au niveau de la vulgarisation? Parce que cette technologie m'a l'air super intéressante. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous inviter dans mon émission. Alors, où en êtes-vous au niveau de la vulgarisation? Quelle est la réponse ou je dirais le retour que vous obtenez de la part des cliniques et des pharmacies qui sont situées en Afrique? J'ai vu que vous êtes installé au Ghana et au Kenya. Qu'en est-il des autres pays africains, notamment le Cameroun, qui est votre pays d'origine? Oui. Donc, on est au Kenya. On a déjà, je pense, 75 pharmacies maintenant au Kenya. Au Ghana, on a plus d'une centaine de pharmacies qui sont passées de notre réseau. En Côte d'Ivoire, on a aussi probablement déjà une cinquantaine de pharmacies, mais qui utilisent surtout le système de logiciel, donc de gestion, parce que c'est là-bas qu'on a développé et amélioré le système. Ouais. La raison pour laquelle on a commencé au Kenya et au Nigeria, au Ghana, puis le Nigeria, en fait, c'est le troisième pays dans lequel on est. Ouais. C'est parce que quand vous regardez comme on dit, le remittances, donc quand vous regardez les sommes d'argent que la diaspora envoie en Afrique, le Nigeria, par exemple, plus de 22 milliards de dollars par année. Oh, wow. Le Kenya et le Ghana, chacun son tour de 3 milliards de dollars. Donc, on voulait regarder donc, au niveau du volume, donc des fonds qui sont transférés par la diaspora. Ça, c'était un des premiers critères. L'autre critère, c'était de regarder au niveau de, comment on dit, de affordability of healthcare. Combien de gens ne sont pas capables donc d'avoir accès, aux soins de santé. Alors donc en regardant les deux, on a priorisé donc le Kenya, le Ghana, le Nigeria, donc la Côte d'Ivoire, l'Afrique francophone, donc c'est après. Donc j'ai dû prendre une décision, comme on dit, très business-like, qui n'est pas émotionnelle du tout. Même si je suis du Cameroun, on n'a pas démarré au Cameroun pour des raisons donc pratiques. Mais l'Afrique francophone, en fait, c'est notre prochaine étape. On sera au Cameroun l'année prochaine. Alors, parlez-nous un peu, selon vous, pour nous donner votre avis sur les défis futurs que les systèmes de santé africains pourraient faire face, hormis celui du Covid-19. Je pense que les maladies infectieuses restent le plus grand, comment on dit, défi auquel on va continuer de faire face. Et ça, c'est encore amplifié par le réchauffement de la planète, donc le global warming. Il y a certainement encore beaucoup à faire au niveau donc, du contrôle des risques de pandémie. Donc, pour moi, ça, c'est encore le défi de santé numéro 1. Deuxièmement, je pense que les maladies chroniques, les Africains adoptent de plus en plus un style de vie occidental. On mange beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de gras, beaucoup plus de viande rouge. En même temps, les trains de vie sont beaucoup plus accélérés. Donc, il y a le stress qui augmente. Donc, avec tout ça, il y a une augmentation donc des maladies chroniques. Donc, je suis sûr que vous connaissez, même parmi vos amis, donc des gens qui ont des accidents cérébrovasculaires. Des AVC, oui.
Donc, alors ça, et puis le diabète, et puis donc les maladies respiratoires chroniques dues à la pollution et tout ça. Donc, alors ça, c'est en très grande montée, donc en Afrique. Et ce qui est malheureux, c'est que les maladies chroniques sont extrêmement coûteuses. Donc, parce que très souvent, vous devez prendre des médicaments de façon constante. Quotidienne, oui. Donc, alors avec ça, économiquement, donc ce sont deux tiers en fait maintenant, deux tiers des mortalités liées aux maladies chroniques en fait sont dans les pays en voie de développement. Ouais. Okay. Et comment est-ce que les pays africains pourraient se préparer à relever ces défis-là, selon vous? Et donc, je pense que l'éducation, moi, je pense que prioriser l'éducation, c'est toujours un bon point de départ. La prévention, c'est beaucoup moins cher que donc d'avoir à payer les dépenses reliées une fois aux maladies, une fois qu'on est malade. Donc, il y a ça. L'autre chose, je pense que les investissements donc, dans nos systèmes de santé sont définitivement quelque chose que nous devons continuer à faire. C'est pas nécessairement qu'il faut dépenser donc des milliards et des milliards, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les technologies qui sont disponibles, on apprend à faire donc des choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficace avec les technologies qui sont disponibles. Donc, investissement non seulement au niveau du financement des soins de santé, mais aussi au niveau des technologies et des transferts des technologies. C'est pas nécessaire de toujours tout réinventer. Aujourd'hui, les technologies sont disponibles partout. Oui. Donc, je pense pas que ce soit nécessairement ce qui est limitant. Aussi, je pense que il faut qu'on commence à penser en termes de value-based care. Donc, être payé en fonction des résultats. Des résultats obtenus, oui. Résultats obtenus au niveau des soins de santé. Je pense que en Afrique, on n'aura pas le choix puisque de toute façon, les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Mais au moins, il faudrait s'assurer que même les gens, et ça, c'est une émission qui est vraiment c'est quelque chose qui est très, très cher à Diaspocare. Nous voulons nous assurer que même avec des moyens financiers limités, les gens pourront avoir accès à la qualité quand il s'agit de soins de santé, que ce soit des médicaments ou même au niveau dans des soins médicaux qu'ils reçoivent. Et donc, et finalement, je pense que les transferts de technologie, donc surtout de la diaspora, sont aussi une solution donc à contempler quand il s'agit donc d'améliorer la qualité des soins de santé en Afrique. Oui, juste en fait d'accord avec vous sur ce point, mais aussi quand on parle de value-based care ou de compensation en fonction de la qualité de la prestation offerte, il faut aussi adresser le problème de la qualité de la formation des médecins et des pharmaciens. On remarquera que dans certains pays, il n'y a qu'une seule faculté de médecine pour une population de 20-30 millions d'habitants souvent. Alors, quel est votre point de vue sur cette situation, ce qui concerne la formation des agents de santé? Non, je suis tout à fait d'accord. Et vraiment, c'est pas nécessaire parce que c'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Une des statistiques qui est vraiment inquiétante, c'est que 50% des médecins africains pratiquent la médecine en dehors de l'Afrique. L'opportunité du comment dire, rapatriement des connaissances quand il s'agit des soins de santé est vraiment très grande. Donc ça c'est un aspect. Quand on regarde, même au niveau des États-Unis, il y a beaucoup de statistiques quand on regarde au niveau des Africains. Les Africains aux États-Unis représentent le groupe démographique le plus éduqué. Ouais. Donc plus éduqué que les Américains, plus éduqués que les Asiatiques et les Hispaniques, oui. Ou les Hispaniques. Donc, alors avec ça, c'est pas le manque de connaissances nécessairement. Voilà. C'est de voir comment est-ce qu'on compense aussi les médecins africains et puis les infirmiers africains en Afrique. Donc, avec des salaires de $300 par mois ou de $100 par mois,
étant donné la quantité de travail, donc puisque l'effort qu'on leur demande, je pense qu'il y a quand même des ajustements nécessaires à faire à ce niveau-là. Parce que s'ils sont payés et s'ils sont reconnus, donc pour le travail qu'ils font, je pense que ça encouragerait beaucoup d'entre eux de rester. Ouais. Mais quand on retourne la médaille, de l'autre côté, c'est de voir les opportunités, donc la formation, donc beaucoup plus solide que les médecins africains ont quand ils viennent par exemple aux États-Unis ou bien quand ils vont en Europe ou bien quand ils vont en Asie. C'est de voir comment est-ce que on peut orchestrer des collaborations qui permettent donc des partages de connaissances. Par exemple, au niveau de la télémédecine, hein, avoir une opportunité de consulter avec un médecin ivoirien qui pratique en France, ou bien un médecin kényan, donc qui pratique ici aux États-Unis. Donc, pour donner une deuxième opinion, donc simplement de collaborer. Donc, avec des médecins africains, je pense que c'est une façon de très, très rapidement donc résoudre certains problèmes sur le champ. Mais à long terme, il y a certainement des modèles de partenariat qui peuvent être mis sur pied, donc pour pouvoir permettre un transfert à grande échelle dans des connaissances et bidirectionnel, hein, parce que quand même il y a des médecins africains qui peuvent apporter, surtout dans le domaine des médicales, de médecine infectieuse, ils ont beaucoup à contribuer globalement donc dans l'innovation. Donc je pense que les systèmes de collaboration doivent être certainement contemplés pour élever la qualité des soins médicaux en Afrique. Ah oui, très bien. Alors, une dernière question pour terminer notre interview. Quels sont vos projets d'avenir, et plus particulièrement pour Diaspocare? Donc, en ce qui concerne Diaspocare, pour ce dont, premièrement, nous sommes en train d'établir des partenariats avec des compagnies d'assurance de santé. Donc, et ça, c'est encore dans l'esprit de s'assurer que on réduit le risque dans des catastrophes, comment dire, healthcare catastrophes, hein, qui est des grosses dépenses que les gens doivent auxquelles les gens doivent faire face quand il y a des crises de santé. Donc, au moins en permettant aux gens de la diaspora d'assurer les membres de leur famille. Donc, économiquement, ça fait beaucoup de sens. Donc, il y a ce genre de partenariat. Mais on est aussi en train de regarder au niveau de la qualité des médicaments. Des statistiques citent que 30% des médicaments qui circulent en Afrique sont de la contrebande. La contrebande, oui, contrefait, oui. Oui, donc Diaspocare est en collaboration avec certains partenaires pour s'assurer que les médicaments qui vont circuler en Afrique, au moins sur notre plateforme, vont être des médicaments de qualité. L'autre chose aussi, c'est qu'on ne veut pas juste se focaliser sur les gens de la diaspora, hein, parce que c'est pas tout le monde qui est un membre de la diaspora, qui est un membre de la famille dans la diaspora. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur de l'Afrique qui, par exemple, vivent dans des grandes villes, mais qui ont les mêmes problèmes que dans les gens de la diaspora, qui doivent supporter les membres de leur famille quand il s'agit de soins de santé. Donc, on est aussi en train de voir comment est-ce que donc les Africains qui supportent les autres membres de leur famille, comment est-ce qu'ils peuvent le faire de façon plus dynamique. Et aussi, comment est-ce qu'on peut encourager les Africains à épargner de l'argent pour les soins de santé. Les soins de santé. Pour éviter donc qu'ils aient à vendre la ferme, donc pour pouvoir payer des dépenses de santé. Okay. En tout cas, vraiment, c'est un projet très ambitieux et je vous souhaite beaucoup de chance et de courage pour la suite. Docteur Wanji, je vous remercie. Merci beaucoup, Serge. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on aura l'opportunité de travailler ensemble, puisque nous sommes tous dans le domaine de la santé. Oui. Merci et bonne soirée. Merci pour l'opportunité. Bye bye. Bye. Merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur le rôle de la diaspora africaine dans la recherche de solutions innovantes pour les problèmes de santé du continent avec Dr Wanji. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous les envoyer via notre site internet au www.africain-amérique.org ou postez vos commentaires sur notre page Facebook à Les Africains d'Amérique-officiel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous faire découvrir un autre Africain qui fait la fierté du continent en Amérique du Nord.
Bon début de semaine à toutes et à tous et à très bientôt.